Fréquence YY. Fréquence YY. Chers auditorices, bienvenue sur Fréquence YY, la radio du bistrot d'Icare. Et il faut bien le dire, la radio la plus merveilleuse et la plus farfelue que vous puissiez imaginer. Avec moi, autour de la table, vous trouverez aujourd'hui Gilles. Bonjour. Louise. Bonjour. Nicolas. Bonjour. Elisabeth. Bonjour. Loïc. Bonjour. Et nos deux invités exceptionnels, Aurélie. Bonjour. Et Fabien. Bonjour. Et moi, c'est Adélaïde. Je suis très heureuse de vous présenter cette 24e émission de Fréquence YY, la seule émission qui peut se vanter d'avoir un petit vélo dans la tête. Je suis sûre que vous connaissez ce que signifie cette expression « avoir un petit vélo dans la tête ». C'est la cousine de « avoir un grain » ou de « une araignée au plafond ». Mais en fait, qu'on soit perché, toqué, fralé, cintré, maboule, azimuté, marteau, une fois qu'on est sur un vélo, on avance. C'est pour ça qu'elle me plaît bien, cette expression. Imaginez un petit vélo qui tracerait sa route dans votre imaginaire, qui dégringolerait des montagnes en même temps que les fous rires, qui se taperait des sprints endiablés dans les moments de stress, qui lutterait contre le vent de front comme on entre en colère. Et parfois, il faudrait accepter d'être triste, ravagé d'angoisse ou de trouille, et poser le pied à terre. Alors, là, vous poussez le petit vélo dans votre tête, à bras-le-corps, et pourtant, les roues continuent de tourner. Vous mangez de la route, bouffez des kilomètres, dévorez des paysages, et savourez les rencontres en chemin. Cette émission, vous l'aurez compris, est donc tout entière consacrée au vélo. Aux bicyclettes, à la petite reine, aux biclous, aux bécanes, aux vélocipèdes. Et donc, par extension, aux mollets, aux guidons, aux pignons, aux fesses en bouillie et aux sacoches bien remplies. Bon, dites-moi, est-ce que vous savez comment s'appelle un tandem à 3 places ? Un tridème. Ça serait chouette, mais c'est une triplette. Alors, pour commencer, je vais laisser la place à Elisabeth et à ses deux invités pour une interview en triplette autour du monde. Une interview avec vous sur Fréquence YY. Bonjour Elisabeth. Bonjour Adélaïde, bonjour à tous. Alors oui, donc comme nous expliquait Adélaïde, je dis donc plus particulièrement bonjour à Aurélie et Fabien. Donc Aurélie, Fabien, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, nous vous avons réunis aujourd'hui pour vous interviewer donc, au sujet de vos voyages, car vous avez ce point commun d'être partis autour du monde avec vos vélos. Voilà. Alors, donc vous, Fabien, vous êtes parti en 1998 pour 8 mois. 8 mois et demi, ouais. 8 mois et demi de voyage à travers au moins 12 pays. Oui. Donc, on atterrit sur des continents avec un billet tour du monde. On a atterri aux États-Unis. Des États-Unis, on a traversé donc, jusqu'à l'Amérique centrale, Colombie, Venezuela. On est reparti en France, enfin Martinique. Après, on est reparti en France. On a atterri en Asie. Vietnam, Thaïlande, Malaisie. On est reparti sur l'Australie, sur la Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que j'oublie ? Tahiti, forcément. C'était un peu juste avant de revenir, on voulait finir par Tahiti, Bora Bora. Et puis on est rentré en passant par Los Angeles, mais là on s'est pas arrêté. Los Angeles, Londres et on est rentré. Vous voyez, c'était difficile de compter tous les pays. Pas réussi. Oui, pas réussi. Mais donc du coup, vous avez quand même voyagé plus du côté des États-Unis, Mexique, tout ça. On a fait pas mal de bouts sur les États-Unis, l'Amérique centrale. Oui. Après, en Asie, on a fait que 3 pays. On a fait la Thaïlande, la Malaisie, le Cambodge. Ah oui. On voulait aller au Vietnam. On a rencontré des soucis, donc on n'y est pas allé. Et puis, on est reparti sur l'Australie, après. D'accord. Et donc, vous, Aurélie, vous êtes partie en 2019 avec Raymond, votre vélo, et vous avez relié Dijon à Pékin. Oui, c'est ça, c'était mon 3e voyage. Oui, parce que je me suis renseignée un peu sur vous, en fait, sur l'émission Ça dit quoi ?
Ah oui, un podcast qui est sur YouTube. Voilà. Et en fait, j'en ai retenu que vous aviez déjà essayé de faire des voyages jusqu'à Edinburgh, voir des amis en vélo. Voilà, j'avais fait le premier voyage, c'était Londres-Édimbourg, en Angleterre. Ouais. Et puis le deuxième, c'était le tour de l'Islande. Voilà, c'est ça. Alors, donc 20 ans séparent vos voyages. En effet, vous, Fabien, vous étiez beaucoup moins connecté, sans les téléphones portables et les réseaux pas sociaux. Pas du tout. Ouais. Alors que vous, Aurélie, vous avez mobilisé toute une communauté qui a suivi votre aventure au jour le jour. Oui, je partageais tous les jours ce que je vivais. Voilà. Et donc, un autre point qui vous différencie, enfin vous et vos expériences, c'est plutôt vos expériences, pardon, c'est que vous, Aurélie, vous êtes partie en solitaire, alors que Fabien, vous êtes partie avec votre frère. C'est ça, on est partis à deux. Et vous n'êtes pas disputés pendant le voyage? Une fois. Vous êtes revenus ensemble? Une fois, on est revenus ensemble, on s'est disputé une fois, à cause de la pluie et de la tente que j'avais achetée. Forcément, c'est toujours moi. Des embrouilles de matériel. C'est ça. Alors, maintenant que j'ai donné ces éléments, nous avons encore plein de questions à vous poser. Et tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre cette aventure? Fabien. Non, vas-y. Moi, j'avais soif de voir autre chose, en fait, que là où j'étais. Et j'avais envie de voyager. Et je ne savais pas comment, en fait. J'y réfléchissais depuis un bon bout de temps. Et puis je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Et puis quand on dit, oui, ça remonte à loin, 98. Et je vois dans le magasin un livre avec... même Jules Verne ne l'a pas imaginé, c'est le Tour du monde en vélo. Et je vois sur la pochette du livre, donc le Tour du monde en vélo, c'est un couple qui est parti dans les années 80 et qui a fait le tour du monde. Au départ, ils étaient partis pour 1 an et ils ont fait, je crois, 10 ans. Et puis, alors le livre m'a attiré, donc j'ai lu et j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça, et moi qui étais fauché comme les bleus, j'ai dit, ben voilà, partir un peu comme ça, je prends mon vélo puis je m'en vais, quoi. Puis en fait, non, c'est pas ça, ça se prépare. Donc quand j'ai lu, et la photo, enfin magnifique, on voit la photo, donc le mari, la femme derrière, avec entre les deux vélos une corde à linge et le linge qui pend, en fait. Et ils sont en train de rouler comme ça en Inde, et c'est magnifique de voir ça. Et et derrière, il y avait une petite remorque qu'on voit maintenant, on en voit beaucoup, mais je crois que ça vient d'eux, en fait, la petite remorque pour un enfant, parce que dans le voyage, ils ont eu un enfant. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai dit, bah voilà, c'est ça, quoi, je vais faire ça. Bon, pas un enfant, mais je vais faire le voyage en vélo. Alors, j'avais projeté de partir tout seul, et mon frère, qui était fou de voyage, et donc, quand je lui en ai parlé, parce que j'avais cogité un peu ce que je voulais faire, pareil, je voulais partir, commencer un peu comme toi, Aurélie, sur Pékin et tout ça. Il me dit, ah, non, attends, on va faire l'Europe, on a le temps de la faire, on va faire déjà tous les pays et tout. Il était plus enflammé que moi. Et puis, c'est comme ça, voilà, ça a commencé. D'accord, Fabien. Et vous, Aurélie? Alors, de mon côté, je pense que j'ai commencé à voyager au moins dans ma tête très loin quand j'étais toute petite, parce qu'avec mon père, les dimanches, on faisait des petites balades à vélo. Et il y a une fois où on est allé beaucoup plus loin, je crois que j'avais 8 ou 9 ans. Et je me rappelle, moi j'habitais Pluvet, donc un petit village à 30 bornes de Dijon. Et cette fois-là, on était allé jusqu'à Saint-Jean-de-Laune, donc on avait fait, je crois, 15 km. Mais moi, ça m'avait paru très, très loin quand j'étais petite. Et Saint-Jean-de-Laune, il y a de l'eau, alors que nous, on est dans la plaine, il n'y a pas d'eau. Et j'avais l'impression d'être arrivée en vacances. Et je me rappelle de l'émotion que j'ai eue du dépaysement. Et je me rappelais que ce jour-là, j'avais envie qu'on aille encore plus loin. Et ce qui est très étonnant, c'est que Pluvet, c'est quand même perdu comme petit village. Et les étés, il y avait tout le temps des voyageurs à vélo qui passaient dans nos campagnes. Et puis je disais à mes parents, mais pourquoi nous, on fait pas ça? Et ils me disaient, mais non, eux, c'est des Hollandais. Regarde, ils ont un vélo spécial, ils ont des bagages spéciaux. Non, nous, on fait pas ça. Et je pense que que ça a commencé là, l'envie de partir à vélo. Et puis, par la suite, moi, pendant des années, pendant plus de 10 ans, j'avais envie de traverser un pays.
Et puis, j'étais en couple avec un cycliste, mais il ne voulait pas faire du vélo avec moi parce que moi, je ne faisais pas de sport, ni de vélo, ni rien. Puis il me disait, non, moi j'en fais déjà toute l'année, je ne vais pas te traîner en plus pendant les vacances, pendant un mois. Et puis, du coup, pendant 10 ans, je me disais, mais c'est dommage, moi, je rêve vraiment de faire un pays à vélo. Puis l'année où on s'est séparés, et comme j'avais une copine à Londres et que j'avais une copine à Édimbourg, je me suis dit, je dis rien à personne, comme ça je me mets pas la pression. Et puis j'ai ressorti le petit VTT qui prenait la poussière dans mon garage. J'ai acheté 2 sacoches. Puis alors là, je faisais pas de camping, c'était tout en auberge de jeunesse. Et je me suis dit, je vais voir si ça me plaît de faire du vélo, si ça me plaît de rouler, surtout que je n'étais pas très débrouillarde. Et puis finalement, je l'ai fait, puis ça a été la libération pour moi. Donc après, je me suis dit, je vais continuer. Oui, donc d'ailleurs, vous avez fait aussi des marathons, parce que quand vous êtes allé en Islande, vous avez fait juste après le voyage en vélo un marathon à, je ne sais plus comment ça s'appelle, Evinski. C'était à Reykjavik, voilà. Ouais, les marathons, c'était le 2e rêve de ma vie. Il y avait traverser un pays à vélo et puis courir un marathon. Et donc c'est pareil, les marathons, comme je faisais pas de sport et pas de course à pied, les gens avaient tendance à me dire t'as toujours des idées de grandeur, t'as pas les pieds sur terre, les t'es folle, t'es cinglée, je l'ai beaucoup entendu. Et quand j'étais revenue du premier voyage à vélo, j'avais eu un petit coup de mou et je m'étais dit il me faut un nouveau challenge. Et 6 mois après, il y avait le marathon de Rome et je m'étais inscrite au marathon de Rome, puis je l'avais fait sans entraînement. Donc j'ai vraiment trottiné pendant 6 heures et au bout d'un moment, je suis arrivée. Je m'étais dit, mais c'est génial. Et puis quand du coup j'ai fini la boucle d'Islande, 3 jours avant d'arriver, de boucler la boucle, j'avais encore un petit coup de mou, un petit coup de spleen, coup de déprime de fin de voyage. Puis je me dis, mais je crois que le marathon de Reykjavik est dans pas longtemps. Et j'étais dans ma tente, j'ai regardé mon téléphone, j'ai vu qu'il était 3 jours après. Et on pouvait s'inscrire sans certificat médical. Il y avait juste à payer, 110 € l'inscription. Je me suis dit, je le fais. Et puis en fait, mon corps s'était un peu entraîné, je pense, pendant les 5 semaines d'Islande. Et puis j'avais même amélioré un peu mon temps de 10 minutes, quoi. Mais oui, du coup, les marathons, ça s'est joint un peu naturellement au voyage à vélo. Oui, excusez-moi, je me suis trompée. D'abord, il y a eu le Rome et après, il y a eu Reykjavik. Voilà, oui. Je me suis trompée, excusez-moi. Alors, parce qu'en plus, j'ai entendu dire dans une interview, ça c'est une autre, que vous ne vous trouviez ni sportive ni débrouillarde. Alors là, permettez-moi d'en douter parce que il me semble que ce genre d'aventure comporte des dangers. En avez-vous rencontré ? Alors, oui, mais je pense que des dangers, il y en a partout, même quand on sort de chez soi et puis qu'on descend les escaliers et qu'on met le pied dans le vide. Ça commence là. Après, non, j'étais pas du tout sportive. Je faisais vraiment 0 sport. Et c'est pour ça, d'ailleurs, aussi que j'ai attendu 10 ans avant de faire le premier voyage à vélo, parce que ma grosse inquiétude, c'était de me dire, mais physiquement, je vais jamais y arriver. Et une fois, il y avait un voyageur à vélo dijonnais, Frédéric Marie, qui faisait une petite présentation à la FNAC à Dijon, parce qu'il s'apprêtait à traverser l'Afrique du nord au sud. Et lui, il avait déjà fait beaucoup de voyages à vélo. Donc j'étais allée à sa présentation, et puis moi, la seule question que je lui avais posée, c'est « Mais comment vous vous entraînez, quoi ? Comment vous vous préparez physiquement pour partir des mois à vélo ?» Et bien lui, il m'a vraiment décoincée parce qu'il m'a répondu je m'entraîne pas, je roule à mon rythme. Et du coup, moi, ça a chamboulé ma vie, en fait, cette phrase-là, parce que déjà, je me suis dit d'une, moi aussi, un jour, je ferai un voyage à vélo, s'il faut juste rouler à son rythme. Et puis de 2, c'est vrai que le mot rythme, ça m'avait interpellée, parce que je trouvais que dans ma vie, je vivais pas à mon rythme. Je vivais plutôt au rythme du garçon avec lequel je vivais, au rythme du travail, au rythme des urgences de droite, de gauche. Et en fait, j'étais jamais sereine. Et je m'étais dit, peut-être que faire un voyage à vélo, ça va... Voilà, je vais être à mon rythme et je vais découvrir mon rythme. Et ça a été le cas et c'est ce qui m'a plu. Voilà. Pour moi, c'est pareil. Pas de préparation. Enfin, quand j'étais gamin, je faisais toujours du vélo. Mais aucune préparation. En fait, c'est juste l'envie. J'avais l'envie de partir. J'avais l'envie. Et c'est vrai que le fait d'être 2, c'est bien, on se stimule. Mais en plus, mon frère, lui, qui était plus costaud, donc il était toujours devant.
Et moi, j'étais derrière, mais c'est pareil, j'allais à mon rythme. Et puis en fait, après, on va à notre rythme. Et puis on va aussi au rythme au rythme du soleil qui se couche. Enfin, j'étais au rythme, on se couchait avec le soleil, on se levait avec le soleil, avec le bruit de là où on était. Et puis, et c'est tout, justement, on parle de rythme, c'est intéressant parce que c'est tout un autre rythme. Et du coup, quand on part comme ça, on n'a plus là, on a notre rythme, le boulot, machin, on enchaîne, et les jours, ils défilent, mais à une vitesse folle. Et moi, j'ai l'impression de profiter pleinement et qu'un jour durait une semaine tellement je profitais, quoi. Et c'était un rythme comme ça, voilà, c'était un autre rythme. Et c'est vraiment un truc que j'aimerais retrouver un jour. Et puis les dangers, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Justement, pour une femme seule, quand j'ai entendu que ça avait fait Dijon-Pékin en vélo, je me suis dit, parce que moi, dans tout ce que j'ai fait, je veux dire, heureusement qu'on était deux des fois, parce qu'on a rencontré des choses où on en a posé un peu, donc puis on montrait qu'on n'avait pas peur dans chaque endroit où on allait, mais on avait quand même des précautions qu'on prenait. On prenait, par exemple, au niveau appareil photo, on avait des appareils photo, une caméra, mais on sortait à certains endroits, on sortait des vieux appareils pour pas se faire agresser, quoi, ou suivant où on était. Donc il y avait des précautions déjà qu'on prend en avance pour pas justement rencontrer d'autres difficultés. Et puis il y a les difficultés des pays, comme certains animaux qui sont dangereux, certaines choses. Il y a pas mal de dangers, mais c'est comme Aurélie vient de le dire, on traverse la rue, on a des dangers tout le temps partout, donc qu'on soit là-bas ou ici, les dangers, c'est tout le temps. Pour les filles, c'est vrai que au début, quand on va faire les voyages à vélo, ce qui fait peur à nous et aussi à l'entourage, c'est surtout les agressions sexuelles. Je pense que c'est le premier danger qu'on craint. Après, c'est le rapport aux hommes, parce que voyager quand on est une fille et quand on est un homme, je pense que c'est pas du tout le même voyage. C'est peut-être pas les mêmes peurs et puis c'est pas le même rapport humain, mais au fil du voyage, je trouve qu'on apprend de mieux en mieux à gérer quand on sent qu'il y a de la séduction et quand on met une limite très rapidement. La personne en face, soit elle a envie juste de bavarder et notre présence la distrait et elle reste, soit elle comprend qu'on n'est pas intéressé puis elle s'en va. Donc ça fait quand même assez vite le tri. Moi, le seul problème que j'ai eu avec un homme, finalement, c'était un voyageur à vélo et ça, je m'y attendais pas du tout. Et sinon, même dans les pays musulmans, j'ai pas eu du tout de problème avec les hommes parce qu'ils étaient plus dans l'admiration. Donc finalement, ça me sortait un peu de mon statut de femme. J'étais un peu une voyageuse déjà, une voyageuse étrangère. Et ils étaient plutôt en admiration et à vouloir aider. Et puis par contre, je pense que j'ai évité beaucoup de problèmes à l'instinct. Quand je sentais pas les gens, c'est vrai que je cherchais pas à partager des moments avec eux. Donc peut-être que si je m'étais forcée ou si j'avais pas osé leur dire non, là je m'en vais, là je reste pas avec toi, je vais pas chez toi même si tu m'invites, peut-être que oui, j'aurais eu plus de problèmes. Ouais, ça c'est important l'instant. Ouais. On a une petite voix comme ça qui nous dit, nous on n'a jamais refusé sauf une fois. Et on a refusé une fois parce qu'on s'est regardé avec mon frère. J'ai dit, moi, j'ai pas envie. Il me dit, moi non plus. On a dit non. C'est juste, et il faut l'écouter, cette petite voix, parce que c'est important, je trouve, l'instinct. Moi, je veux bien vous croire à la petite voix, mais des fois, la petite voix, elle peut pas faire aussi dire ce qu'il faut non plus des fois. Il y a tout, il y a tout qu'on perçoit, en fait. Ça se perçoit tout comme ça, quasiment instantanément, en fait. On le sent, on le sait. Ouais. C'est un peu comme Après, il y a aussi des problèmes qui arrivent pendant le voyage. Parce que dans les dangers, comme tu disais, il peut y avoir donc les animaux. Par exemple, en Bulgarie, moi, je me faisais beaucoup courser par des chiens. Il peut y avoir des accidents de la route. En Azerbaïdjan, j'ai aussi pris une voiture. Oui, vous disiez que vous aviez traversé beaucoup de pays qui se finissent en temps. Et donc, oui, que vous aviez eu un problème, vous avez renversé par une voiture et que vous êtes du coup resté... 20 jours, voilà. Le temps que mon genou aille mieux. Voilà. Mais oui, c'est vrai que les pays en stand, ça fait dans l'imaginaire, ça fait tout de suite peur, quoi. Les gens me disaient, mais tu vas faire plein de pays en stand. Et puis, en fait, déjà, il y a des routes, il y a plein de chemins, il y a plein de gens sympas comme partout. Donc, ça fait pas plus peur, pas du tout plus peur qu'ailleurs. Hein. Non.
puisqu'on parlait des chiens, nous, c'est pareil, en Amérique centrale, il y a des meutes de chiens errants. Et on se faisait courser. Ils arrivaient comme ça. On avait l'antidogue, on avait prévu, on avait sur le guidon une espèce de matraque comme ça. Quand ils venaient, on était obligé de matraquer, sinon ils mordaient le mollet. Hein. Électrique ? Non, c'est un gros. On appelle ça l'antidogue, c'est un gros bout de bois qu'on s'était fait. Et du coup, quand il y avait des chiens qui venaient comme ça, là, on était obligé, hein, sinon on se faisait croquer. Et un soir, on plante la tente, comme ça, on trouve un coin super, on dit génial, tout. On plante la tente, on est bien, on commence à se coucher. Hop, on commence à s'endormir. Et d'un coup, une meute de chiens autour de la tente en train de grogner et tout. On entend des petits, des gros. Et là, on se regarde, on dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Mais qu'est-ce qu'on fait ? Et mon frère me dit, on ne peut pas les laisser comme ça, là, parce que ça va dégénérer. Je dis, on sort. Alors, il dit, ouais, mais on fait quoi ? On avait emmené 2 petites guitares, parce qu'on jouait. On avait 2 petites Vous n'êtes pas monté à un arbre, non ? Non, on ne pouvait pas, mais on était dans la tente et ils étaient autour. Hein, donc on les entendait, on ne les voyait pas. Et je dis, mais qu'est-ce qu'on fait ? Mon frère me dit, écoute, on sort, et puis on voit. Hein. Donc on dit, allez, à 3, on sort. Hein, on se prépare. On ouvre la fermeture et on est sortis comme des fous avec les guitares dans les mains en train de brailler comme des... Mais vraiment, c'est assez... Et les chiens ont eu peur, ils sont tous barrés. Alors ça, après on s'est mis à rigoler, c'était une scène assez particulière. Puis on se dit, on se recouche, puis on entend au loin les chiens qui commencent à revenir. On dit, mais c'est pas vrai. On a juste fait la fermeture, on entendait... On fait la fermeture, on fait... Psst, ils se sont souvenus des 2 tarés qui sortaient. Ça, c'était assez marrant, mais bon. Sur le coup, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc, il y a des moments comme ça qui sont... D'accord. Alors, malgré ces frayeurs, si vous deviez ne garder qu'un seul moment, le meilleur, lequel serait-il ? La colle. C'est un tout, hein, c'est difficile un tout, de garder... Il y a des choses qui sont à égalité, donc... je pense que c'est un... Enfin, je sais pas. Moi, je peux me lancer sur un moment. Il y en a enfin, une rencontre, il y en a plein, mais une marquante, moi, c'était en Turquie. Il y a un soir, j'en avais marre de rouler. Je ne voulais pas ressortir d'une ville pour aller chercher un camping sauvage. Et puis, je suis allée demander l'hospitalité dans une mosquée. Et ils m'ont dit tout de suite oui. Et en fait, l'imam vivait avec sa femme, ses 2 filles, et puis les 2 grands-mères. Et puis, il y a une des grands-mères qu'ils appelaient Mona Lisa Fatma. Et elle s'est prise d'amitié pour moi. Donc déjà, le premier soir, elle a voulu que je m'assoie à côté d'elle pour dîner. Et en fait, j'en avais pas conscience, mais c'était le soir où ils rompaient le jeûne du Ramadan. Donc les 3 jours après, c'était la fête où ils vont voir toute la famille, ils vont au cimetière. Et puis, Mona Lisa, les jours d'après, elle était tout le temps... il fallait que je sois à côté d'elle. Et puis quand je lui ai dit... je vais partir, en fait, je m'en vais. Elle a pris mon appareil photo contre elle, elle l'a serré fort, et puis moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et il y a sa petite fille qui m'a dit, Mona Lisa, prends en otage ton appareil photo pour pas que tu t'en ailles. Et j'ai trouvé ça mignon, parce que avec cette femme, on n'avait pas de langue en commun, à part les sourires, les regards, le toucher. Et puis, du coup, elle avait dit à sa fille de me dire... qu'elle était ma maman turque. Et puis, pardon, cette famille, ils ont toujours pris des nouvelles de moi. Et l'année dernière, quand Mona Lisa Fatma est décédée, la famille m'a contactée. Donc voilà, c'est... C'est pas que le moment du voyage, non. C'est la rencontre. Non, ça se poursuit. Ouais. Et régulièrement, ils m'envoient des photos pour me montrer comment ils vont. Moi, c'est pareil, j'ai un moment qui m'a touché particulièrement. J'ai été aux États-Unis hébergé par un ancien du Vietnam, un monsieur, un producteur de country. Et donc j'étais content. En plus, il y avait une guitare et tout, donc c'était pas mal. Et il y avait une ambiance particulière dans cette maison, parce qu'il y avait tous les anciens du Vietnam qui venaient, alors, des gens un peu estropiés, il y avait des gens un peu de partout. Et c'est une maison en désordre comme on n'a jamais vu. Et
plein de trucs un peu étranges. Il parlait à son fils qui était dans la chambre à côté, il appuyait sur un bouton, il parlait. Et à un moment donné, il essayait de raconter un peu ce qu'il avait vécu au Vietnam, et c'était assez horrible. Et il avait un tatouage, un cœur ici, qu'il avait tatoué avec un chiffre dedans. Puis moi, je lui ai dit, c'est quoi ce chiffre au milieu du cœur? Il me regarde avec presque les larmes aux yeux, puis il me dit, bah, ça, c'est tous les gens que j'ai tués là-bas. Oh. Ouais. Et c'était combien le chiffre? Vous vous souvenez? Ça faisait pas la dizaine. Ouais, Mais voilà, donc c'est quelqu'un qui avait le cœur ouvert, quelqu'un qui partageait, et puis qui voilà, et par contre qui était dans une émotion. On sentait que tout ce qu'il avait vécu là-bas était encore présent dans cette maison. Et là, c'était un moment assez particulier, quoi. D'accord. Alors, je suppose qu'avant de partir, vous aviez des attentes fortes, des idées prédéfinies. Est-ce que la réalité correspond à ces attentes? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Moi, en préparant mon itinéraire, j'étais vraiment plongée dans l'histoire, route de la soie. Voilà, moi, c'était remonté dans le temps. Et finalement, une fois que j'ai été sur la route, j'ai complètement oublié cette dimension-là, tellement il y a les vraies rencontres contemporaines, quoi, avec les locaux qui se font, des choses qui arrivent. Et puis les voyages à vélo, c'est aussi... on éprouve le terrain. On fait aussi des... Enfin, moi, il y a plein de choses qui me marquaient. Par exemple, au Tadjikistan, il y a une maman, une famille qui m'a accueillie. Et puis le matin, la maman, elle préparait le petit déjeuner à son fils, elle lui faisait réviser les devoirs. Donc il y a quelque chose que je trouvais de très universel, finalement, au lieu de trouver ça complètement différent. Je retrouvais beaucoup de similitudes. Et partout où j'allais, quand je parlais de... Parce que le voyage que j'ai fait, c'était aussi en hommage à ma maman qui est partie d'un cancer. Et partout, dans tous les pays, les gens, ils ont une maman, ils connaissent des gens qui ont le cancer. Donc finalement, on parle des mêmes choses. Tout le monde se demande comment il pourrait être un peu plus heureux. Tout le monde veut que ses enfants aillent bien. Voilà, tout le monde est content quand il fait beau. Donc oui, c'était plutôt beaucoup d'universalité. Donc il y a eu du dépaysement, mais vraiment dans l'aventure, elle a pris le pas sur tout ce que j'avais imaginé. Un peu, si j'entends bien, le choc entre l'épopée à laquelle on s'attend, l'histoire, le récit, et puis en fait... le quotidien pur et dur, même si toi t'es pas dans ce qui t'est familier, tu retrouves des choses familières. Ouais, ça donne envie. Moi, c'est pareil, depuis ce voyage, en fait, j'ai arrêté de penser sur des trucs, comment ça pourrait être, j'imaginais plein de choses, j'imaginais plein de trucs, et quand on voyage, en fait, on est loin de s'imaginer. Donc on voyage, puis j'ai arrêté en fait d'imaginer, par exemple demain si je vais dans un endroit, je vais pas l'imaginer parce que ce sera pas ce que j'aurais imaginé, donc du coup voilà, je me disais je vais aller en Australie, c'est plat, c'est pas du tout plat, je vais galérer dans les montées et du coup je vais aller à Bora Bora, ça va être génial, tout ça. Je me suis ennuyé parce que quand on avait fait le tour de l'île, la plage et puis aller voir les requins, les raies-manteaux et tout ça, on s'ennuie, enfin moi je me suis ennuyé au bout. Voilà, j'avais plein d'idées comme ça, je me suis dit j'en suis revenu, quoi. Donc j'arrête d'imaginer et je profite. D'accord. Alors, pour conclure, si on en croit Orelsan, je ne sais pas si vous connaissez Orelsan, dans sa chanson intitulée « La Terre est ronde », après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Êtes-vous d'accord avec cette idée ? Ah bah oui, moi, en tout cas, complètement. Oui. Ouais, j'étais contente de rentrer. Et alors, je pourrais repartir, mais déjà moins longtemps. Et puis, je me suis rendu compte que moi, j'avais besoin d'un phare, j'avais besoin d'un endroit où je peux toujours revenir. Et quand je suis revenue de ce grand voyage, j'ai pas pu reprendre mon appartement tout de suite. Je suis retournée dans la maison familiale pendant 6 mois et j'ai trouvé ça très, très dur. Et j'avais vraiment hâte de retrouver mon chez moi qui est petit, qui fait 35 mètres carrés, mais
mais quand même quelques affaires, mon chez moi. Et là, j'ai pris conscience que c'est important pour moi, enfin que j'aime la vie nomade, mais que c'est important pour moi d'avoir un endroit, un point de repère dans ma vie et qui soit un lieu physique, quand même. Moi, c'est pareil, quand je suis parti comme ça, déjà, il n'y avait pas de téléphone. Pour téléphoner, on galérait, on allait à droite à gauche, ça coûtait une blinde. C'était assez pénible, on n'avait pas de contact, donc on est parti, on avait que peu de coups de fil en fait, parce qu'il y a des endroits où on ne pouvait pas téléphoner. Au Nicaragua, je crois que j'ai trouvé une seule fois pour pouvoir appeler. Donc quand je suis rentré, c'est vrai que ça m'a fait du bien, la famille, les proches, ça manque, quoi. Et puis, par contre, ce qui me manquait un peu, c'était ce rythme qu'on parlait tout à l'heure, quoi. Ce rythme qui a été vite perdu parce qu'on rentre vite dans le bain, dans le moule, on se refait. Et ça, je trouve que j'aimerais retrouver ça. Mais un peu comme toi, quand on part beaucoup comme ça, bon, maintenant, je me dis, si je partais, je serais connecté, c'est différent, tout ça. Mais ouais, aussi long comme ça, on aime bien rentrer. Et puis surtout, on est français, il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Le fromage, la baguette et tout ça. C'est vrai ça, c'est fou. C'est horrible. Quand j'étais, je vois pain français. Je suis allé, j'ai couru, j'ai dit mais c'est quoi ce pain, quoi. J'ai dit non, il y a énormément, on se rend pas compte. Mais quand on part, il y a énormément de choses qui nous manquent. Et puis ça trotte dans la tête. J'aimerais bien retrouver. Bon, d'ailleurs, c'était ma dernière question. Donc vous, Aurélie, vous ne seriez pas prête à repartir tout de suite, en fait. Pas aussi longtemps. Voilà. Pas aussi longtemps. Oui. Et vous, Fabien, vous le feriez, mais connecté cette fois-ci. Connecté, puis en vélo, je ferai des petites distances, mais je ferai autrement. Je ferai plus en vélo parce que bon. D'accord. À pied plutôt, à pied. Non. À pied. On vieillit, donc on a besoin d'un peu de. D'accord. En camping-car. En camping-car. Ouais, c'était prévu. Ouais. C'était prévu normalement. Voilà, je me dis pourquoi pas repartir comme ça. D'accord. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et vous nous donnez envie de voyager. Merci beaucoup. Merci. De rien. Merci Aurélie, merci Fabien et Elisabeth pour cet échange. J'avais prévu de dire dépaysant, mais en fait surtout motivant, exaltant. Je sais pas, ça m'a donné envie de voyager. Alors, lorsqu'elle a appris que vous alliez nous embarquer autour du monde sur vos vélos, l'une de nos collaboratrices s'est sentie pousser des roues. Pour voyage sur fréquence Wai-Wai. Je vous propose donc de découvrir Louise en musique, Louise en poésie, enfin surtout Louise en roue libre. Quand elles, se levaient trop tôt le matin, quand ils prenaient leur biclou en main, sur les chemins, il y avait Aurélie, et puis Fabien. L'une traversait les pays jusqu'à Pékin, et l'autre le monde sans antipaludéen. Il faut bien que ça rime. Tous les deux amoureux de vélo. L'aventure, ça c'est leur credo. Il n'y a pas photo. Pédaler jusqu'à plus d'eau, descendre et puis monter jusqu'en haut. Parfois, ce fut chaud. Ils ont traversé des pays. Pour ça, il n'y a pas besoin d'alibi, juste l'envie. L'envie d'avoir envie et qu'on rallume la vie. Ah non, ça, c'est pas la bonne chanson, celle-ci. Juste besoin de se sentir en vie. Puis vient le jour où il faut rentrer à la maison. Pas facile de poser le guidon. Pas de cotillon. Des souvenirs jusqu'en haut du front. Mais quand on revient d'une telle expédition, on a forcément un peu mal au talon.
Merci Louise. Merci. Quel talent. Donc, tu as été inspirée par l'idée de l'aventure de Fabien et des aventures de Fabien et d'Aurélie. C'est ça, je sais pas, j'avais envie de créativité. En fait, j'ai eu envie de chanter tout de suite cette chanson-là quand j'ai su que... Alors, je me suis dit, non, je suis pas très bonne chanteuse, donc on va, je sais pas, faire un truc. Voilà. Un truc farfelu. Ouais, créatif. Digne de Fréquence YY. Alors maintenant, on va accueillir Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. On vous retrouve aujourd'hui pour... nous présenter un projet à roulettes qui devrait permettre à l'association du Bistrot d'Icare de découvrir de nouveaux horizons, de découvrir de nouveaux territoires. Fréquence YY en direct de Shanghai. À vous Nicolas. Salut, toi! Oui, toi! Toi qui nous écoutes! Toi qui nous aimes, oui, je suis célibataire et... Mais attends, là n'est pas le sujet. Voyons. Moi, je viens ici vous parler du bistrot ambulant, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Le bistrot ambulant, mon chou. Eh ouais, t'entends? Ça sera comme un food truck, t'as vu? Enfin, un vélo truck, plutôt. Écologie ici et économie d'essence, en plus. Ouais, t'as compris le truc, mon gars. Ça sera Chevigny-Saint-Sauveur dans un premier temps, Macaille. Mais... on compte pas lâcher le business, tu sais. Bientôt à l'international, un peu comme le projet CAP. Toi-même tu sais, tu vois. Il y aura la MIFA, gros. Les adhérents associatifs et les employés d'Icare. On est là. Et les partenariats, ouais. Le médiathèque, le 25e heure, puis aussi itinéraire singulier. T'as vu ou pas? Ce projet, il est bien, il est beau. Tous au bistrot. De quoi tu nous as jamais aperçu, hein? T'es un peu fifou, toi, non? On arrive, t'inquiète. On est bien, on est là. Le projet est pratiquement bouclé. C'est pour ça que je viens vous l'annoncer, pardi. Même les points techniques, et oui. Ça sera un triporteur, tu sais. Une de ces belles mécanes non motorisées que tu croises parfois. Il y aura la remorque, et dedans, il y aura de quoi faire, poteau. Et ouais, tu vas tâter gustativement. Quand t'auras soif, on sera en soutien. Et bientôt aussi quand t'auras faim. Mais pas que. Toutes les activités du bistrot, elles vont prendre le soleil, t'inquiète. Il y aura de quoi faire, frère. Des ateliers écriture, des ateliers peinture, des jeux de rôle, des échanges, gros. De quoi, pourquoi? Ben pourquoi pas, non? On a le droit de créer du lien, non? Vers l'extérieur, déjà avec les échanges des participants, et vers l'intérieur, avec nos services et activités qu'on va présenter. Tu t'y es cru, non? Ça va le faire, c'est moi qui te le dis. On a déjà notre pilote formé, on a déjà les autorisations. Nous manque plus que toi, mon gars. Alors viens, mets-toi bien, on n'est pas là pour rien. Si t'en veux plus, t'as juste à venir, je te dis. Vas-y, j'arrête ici, c'est bon. Bisous les potos. Incroyable! Bravo! Bravo! Merci beaucoup Nicolas. Bah, c'était impressionnant. Donc vous faites partie de ce projet de bistrot ambulant? Oui, tout à fait. Ok. Donc si je comprends bien, il va y avoir un triporteur qui va permettre au bistrot d'exporter ses activités vers l'extérieur de la résidence. Exactement. Ok. Ça permettra de mettre en avant un peu tout ce que le bistrot fait, tout en justement créant des échanges avec les personnes à l'extérieur. Ah, chouette. On va enregistrer Fréquence YY à l'extérieur? Il pourrait y avoir un studio mobile sur notre triporteur. Je fais un clin d'œil à Grégoire de Lardam. On va trouver des solutions. Si, il est chaud. Tu lui proposes un défi technique à Grégoire, il est d'accord. Chers auditeurs, notre émission touche maintenant à sa fin. Merci à vous tous d'avoir partagé ce moment avec nous. Je tiens particulièrement à remercier Fabien, qui a quitté son poste de technicien pour passer derrière le micro, avec sa voix de radio. Merci Fabien. Merci Fabien. Merci à toi Aurélie d'avoir accepté si gentiment notre invitation. Vous pouvez retrouver son contact, ses magnifiques photos, ses futurs projets en allant sur son site internet direction l'horizon toutattaché.fr et sur les réseaux sociaux. Il faut aussi qu'on remercie chaleureusement Grégoire Delardam et Raymond Michel qui sont à la radio ce que le dérailleur est au vélo. Un indispensable.
Vous nous écoutez sur YouTube, alors mettez des pouces en l'air, abonnez-vous pour ne rater aucune des émissions estivales qui arrivent à grands pas. Et vous avez remarqué que si on mélange les lettres de vélo, ça fait love. Alors si on est un peu secoué, est-ce qu'on peut pas avoir un petit peu de love dans la tête? Allez, bisous les nouilles, à la prochaine. Fréquence YY, la radio qui déraille.